Comment est-ce qu'il a pu arriver là? Salut à tous, c'est Frafnir. Aujourd'hui on se retrouve pour un livre qui a marqué la révolution numérique comme aucune autre œuvre et qui a non seulement influencé sa génération mais celles qui vont suivre. Je viens d'entendre parler de Neuromancien de William Gibson. Neuromancien est donc un livre de William Gibson et non pas de Mel Gibson. Je vois mal Mad Max faire des livres. Bah surtout dans le désert et tout, je suis même pas sûr qu'il y ait de quoi écrire. Enfin bref, j'aurais peut-être pu appeler cette vidéo la vidéo des deux Gibson. Neuromancien parle donc d'une société oppressante, du futur, des années 1980. Le futur. C'est une société oppressante et libertarienne. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part? Le livre décrit un monde arrivé au stade suprême du capitalisme, où les États ne sont plus que des évocations. Oh non, ça doit être moi. Rats officiait au comptoir, avec son bras artificiel qui tressautait sur un rythme monotone pour remplir les chopes de Kirin Pression. Il vit Case et lui sourit de toutes dents, treillis d'acier est-européen et de caries brunâtres. Case se trouva une place près du bar, entre le bronzage improbable d'une p*** à Lonely Zone et l'uniforme impeccable d'un grand marin africain dont les pommettes s'ornaient de balafres régulières de marque tribale. Case, le personnage principal, est un ancien cow-boy, une espèce de hacker. Toutefois, cela date d'une époque révolue car sa connexion neuronale a été irréversiblement endommagée lorsqu'il a essayé de doubler ses anciens patrons, qu'il avait pris la main dans le sac en train de les doubler. Oui. Depuis, il se promène à Shiba près de Ninsai au Japon, banlieue sordide où il deal et échange ce qu'il peut pour survivre et continue de se droguer. C'est alors qu'il se retrouve, suite à des péripéties incongrues qui manquent de dégénérer, au service du mystérieux Armitage et de Molly aux yeux miroirs. Ces derniers l'engagent en échange de quoi lui permettent de retourner dans la matrice. Et là commence un trip délirant et hallucinogène où se mélange échange sensoriel avec la matrice, hackage de haute volée, police de régulation des IA et un mystérieux muet divers, une IA très puissante qui semble échapper à tout contrôle. D'un certain point de vue, le livre peut sembler incompréhensible. Je vais vous en lire un passage par exemple. Atlanta, couvé, ça passe. T'y vas, vu? La voix de Molly était légèrement plus audible. Entendre, c'est obéir. Les modernes utilisaient une parabole bricolée en grillage à lapin installée dans le New Jersey pour annoncer le fil. Signaler, brouiller, satellite et fil du Christ roi en orbite géostationnaire. Non, là ça peut être possible. Il est beaucoup trop compliqué le livre. Comment voulez-vous que je lise ça? Je l'ai même pas fini. Moi je vais vous le dire, je l'ai même pas fini. Non, c'est bon. Allez. Moi j'arrête. Salut. Non. Il y a bien longtemps, soit juste avant ma naissance, a eu lieu une période dite de révolution numérique, dans les années 1990. Alors c'est vrai, ce dernier terme est assez contestable, on peut se demander si c'est une avancée, on peut surtout se poser la question car, comme l'informatique repose essentiellement sur l'énergie électrique, si cette dernière vient à manquer, je vous laisse deviner la suite. Toutefois, la révolution numérique a changé la donne puisqu'elle a ouvert un espace incroyable dont une grande partie, le Deep Web entre autres, échappe au contrôle des États et autres multinationales sympathiques. Évidemment, cette révolution peut être résumée aux années 1990. Elle a des origines antérieures, qu'elles soient scientifiques ou philosophiques. Lorsque la donne a été changée, les premiers qui ont eu accès à cette technologie se sont largement inspirés des œuvres ayant prédit son arrivée, dont Neuromancien. William Gibson, qui publie son livre en 1984, est l'un des précurseurs du mouvement nommé les cyberpunk. Ce mouvement littéraire influencera les littératures dites punk, steampunk, dieselpunk. Ces genres redéfinissent un monde en prenant pour base, et seul l'avenir de l'homme, une autre technologie source d'une révolution énergétique. Nous reviendrons peut-être là-dessus dans une autre vidéo. Ces œuvres inspireront aussi des films comme Matrix ou des animés comme Ghost in the Shell. De plus, ce courant, et cela se voit particulièrement aujourd'hui, a influencé la culture occidentale et sa façon de percevoir le web et les IA. Quel est le degré d'une intelligence d'une IA, Case? Ça dépend. Certaines ne sont pas plus malignes que des clébards, des animaux de compagnie. Les plus futés, elles le sont autant que le veut bien leur permettre la flicaille de Turing.
On observe facilement que chez les Coréens et les Japonais, les robots, tout comme les IA, ne sont pas aussi mal perçus. Ces perceptions différentes se cristallisent autour des différents courants de SF. L'un des meilleurs exemples de cette influence créatrice de la SF sur l'informatique est la guerre des navigateurs. Ce qui est évoqué ici figure en partie dans le livre de Mozilla, accessible à tous sur le navigateur éponyme via la commande about.mozilla. Il relate de manière originale la création du navigateur dans un contexte particulier de concurrence envers Internet Explorer, le géant de l'époque. Cette époque a été donc judicieusement nommée guerre des navigateurs. C'est parti pour l'histoire de Mozilla Firefox. Firefox a pris comme premier nom Phoenix, l'oiseau renaissant de ses cendres. Il fait ici référence à l'ancien navigateur dont il est issu, le fameux Netscape, vénérable ancêtre de Mozilla. Alors à l'abandon car dépassé technologiquement par le tristement célèbre Internet Explorer. Il en sera fait mention dans les annales de Mozilla sous le nom de la première guerre des navigateurs. En 1998, Netscape a virtuellement perdu la plupart de ses parts de marché. En fait, la plupart des personnes à l'époque se mirent à utiliser Internet Explorer et Netscape fut progressivement abandonné. Netscape Communication Incorporation décida de confier le projet à une organisation bénévole, respectant les règles du logiciel libre, qui sera nommée Mozilla. L'instant parenthèse subtile. Le saviez-vous ? Mozilla vient de la contraction de Mosaic Killer. Celui-ci fait référence aux versions du navigateur de Netscape sorti entre septembre et novembre 1994 se faisant appeler Mosaic Netscape, version de développement. La légende raconte qu'il existerait un navigateur antérieur à Netscape nommé Mosaic. Netscape Communication Incorporation aurait alors employé plusieurs anciens développeurs Mosaic pour programmer Netscape. Ainsi, Firefox surnommé Firebird. Là encore, les avis furent mitigés car un autre logiciel de gestion des bases de données d'un serveur portait déjà ce nom. Ainsi, et après moult concertations, on décida d'appeler le navigateur avec son préfixe Mozilla Firebird. Encore une fois, la communauté, jamais contente, fit pression pour changer le nom. Le nom, Phoenix, fut conservé jusqu'en 2003, année durant laquelle des poursuites juridiques eurent lieu venant de la compagnie Phoenix Technologies pour des raisons évidentes de confusion au niveau du nom. Et c'est ainsi qu'en l'an de grâce 2004, le navigateur fut définitivement dénommé Mozilla Firefox. Ce nom fut choisi pour deux raisons principales. La première, c'est parce qu'il se rapprochait plutôt de l'ancien. Mais aussi parce que personne d'autre le portait dans le monde de l'informatique, ce qui est assez simple quand on y pense. Fin de la parenthèse subtile, je vais me faire un café. Quant à la page About Mozilla, elle change selon l'époque et le moment auquel Mozilla a été distribué. Elle offre en somme les extraits du même livre au fur et à mesure du temps qui passe et de l'évolution de la situation. Plusieurs autres concepts y sont développés, comme l'interface actuelle se prénommant Persona, renvoyant à la psychologie de Jung, notre ego, notre soi que l'on modifie ou altère pour plaire ou se complaire, ce que je serai incapable de vous expliquer. Firefox est donc ancré dans la culture populaire. Le livre de Mozilla fait référence aux religions, et par exemple le nom Phoenix renvoie à un animal mythologique. Par exemple, sur la page about.robot, une référence aux 3 lois de la robotique du très célèbre cycle des robots d'Isaac Asimov est présente. Il a par exemple inspiré le film iRobot avec Will Smith. Sont également présentes les références aux films et séries Le jour où la Terre s'arrêta, Battlestar Galactica, Blade Runner, etc. Alors, finalement, la bête fut vaincue et les infidèles se réjouirent. Mais tout n'était pas perdu, car des cendres s'éleva un majestueux oiseau. L'oiseau scruta les infidèles et lança sur eux le feu et le tonnerre. Dès lors que la bête fut réincarnée et sa puissance renouvelée, les disciples de Mammon se tapirent dans l'horreur. On a vu ici qu'une œuvre aux apparences complexes et brouillonnes s'est imposée comme précurseur des nouvelles technologies et annonciatrice d'un monde où l'informatique serait l'avenir de l'homme. Elle a aussi souligné les défauts et les dangers d'un tel monde. Cette œuvre et toutes les œuvres de SF qui l'ont suivie ont durablement influencé la culture populaire et sa vision du web. La SF fait ici office de régulatrice de la technologie. Et pour finir, spéciale dédicace à Coco la légende, c'était Frafnir pour l'internet. Salut.